Bienvenue sur Storm Media. Je suis Salomé de l'agence Storm Communication qui produit le podcast que vous écoutez. Aujourd'hui, Maxime reçoit Zakaria Gasmi, fondateur du cabinet Parole Stratégique. Après avoir remporté plusieurs fois le concours d'éloquence Sciences Po et suite à une forte demande, il décide d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur prise de parole en public. Il va tout vous raconter et vous délivrer quelques clés pour bien vous exprimer. Bonne écoute. Bonjour Zakaria. Bonjour. Comment tu vas ? Ah, ça va super, et toi ? Oui, ça va très bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Storm Media parce que tu es un invité un petit peu à part de tous ceux qu'on a déjà reçus. Et je suis vraiment très content de te recevoir parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'espère justement que les spectateurs sont autant intéressés que moi par le sujet, qui est l'art oratoire. Donc pour commencer le podcast, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un peu ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Bon, déjà merci de me recevoir. De rien, c'est un plaisir. J'aime beaucoup Storm, qui est une belle agence. Je salue Salomé, qui est une super dirigeante. Moi, je suis Zakaria Gasmi et je suis le président de Parole Stratégique. Parole Stratégique, c'est un cabinet de conseil qui se concentre exclusivement sur les enjeux de prise de parole des dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a plein d'agences ou de cabinets qui font plein de sujets généraux sur la communication. D'accord. Nous, on a choisi de se concentrer que sur la prise de parole. Et donc, on est 6 experts. Et nos 6 expertises sont ciblées sur de la prise de parole. Je reviendrai un peu plus tard sur mon équipe, mais globalement, nos clients sont des clients qui ont des prises de parole à enjeu de haut niveau, des appels d'offres à plusieurs centaines de millions d'euros, des télévisions nationales ou des enjeux de communication de crise. Sur tous ces enjeux-là, nos clients sont des grands comptes, donc des grands groupes du CAC 40 ou des dirigeants locaux marseillais qui ont des enjeux en local. Génial. Ça fait combien de temps que Parole Stratégique existe ? Alors, Parole Stratégique, sous sa forme actuelle, on a pris la forme de société il y a quelques semaines, mais il y avait une entreprise qui préfigurait Parole Stratégique, c'était Zakaria Gasmi Conseil, d'accord. Et ça fait un peu plus de 2 ans. Donc du coup, tu étais déjà entouré des mêmes personnes qui sont dans Parole Stratégique, ou avant tu étais freelance, entre guillemets, t'exerçais seul, ou t'as toujours été entouré à peu près des mêmes personnes pour exercer dans ce métier-là ? Non, les rencontres se sont faites au fur et à mesure. Moi, pour te donner le contexte, à l'origine, je suis un diplômé de Sciences Po. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière en cabinet ministériel. Donc, j'écrivais les discours de la ministre des Sports. Super. Ensuite, j'ai été responsable des relations publiques dans un ministère. Et je suis très vite ensuite parti dans un cabinet de conseil qui s'appelle ELAB et pour lequel on construisait des stratégies de communication pour des grands groupes. Veolia, la SNCF, la Française des Jeux. Et après cette expérience, je suis rentré à Marseille dans le garage de mes parents. Okay. Et j'ai monté une petite auto-entreprise pour faire de la prise de parole. Sujet qui me passionnait. Et en fait, ça a super bien pris. Et petit à petit, on a commencé à avoir des gros clients. J'ai commencé à m'entourer. C'est de la sérendipité, en fait. Tu vois, la première collaboration que j'ai eue, c'est avec Louise, que je salue, qui est coach en image, qui fait partie du cabinet. Et c'est parce qu'un de mes gros clients avait un besoin vestimentaire que je l'ai mise sur la mission. Et ça m'a donné l'idée après de décliner, donc avec une avocate, une vidéaste, une comédienne, etc. C'est super. Est-ce que tu pourrais... Je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis. J'aimerais bien savoir comment tu as développé cet intérêt-là pour la prise de parole et justement pour aider les gens à améliorer justement leur prise de parole en public ou dans la vie de tous les jours. Ouais, alors mon intérêt il remonte à loin, en fait, c'est depuis toujours. Moi j'étais un petit garçon assez spécial, c'est-à-dire que quand mes copains regardaient Pokémon ou étaient fans de Cristiano Ronaldo, moi je regardais des débats politiques. J'avais 8-9 ans et j'étais devant la télé, je regardais des débats. Moi je fais partie de ceux qui regardaient Pokémon. Voilà, tu vois. Non. Mais tu vois, débat politique à la télé, et il y en a un qui m'avait marqué, c'était en 2007, c'était Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal, j'avais 11-12 ans. Et là, ça a été une espèce de révélation. Je me suis dit, je veux faire ça. Alors, je savais pas ce que c'était ça. Je savais pas si c'était porter une cravate. Je savais pas si c'était faire de la politique. Je savais pas si c'était la prise de parole. Et petit à petit, ça s'est affiné. Donc, l'intérêt, je l'ai développé dans mes années où j'étais enfant. Ensuite, j'ai commencé à écrire. J'écrivais beaucoup quand j'étais au lycée. J'ai écrit plus d'une centaine de textes, donc de poèmes, de nouvelles. J'ai même publié un roman. Et puis
puis après, je suis rentré à Sciences Po et là, j'ai commencé à faire des stages avec des élus et j'ai travaillé à tous les échelons politiques. Donc, j'ai écrit des discours à tous les échelons, députés, sénateurs, Michel Rubirola et Benoît Payan, qui ont été tous les deux maires de Marseille. J'ai écrit leur premier discours en 2015. La ministre des Sports dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, ça, c'est mes études à Sciences Po. Et à côté, j'ai fait plein de concours d'éloquence. Donc, j'ai été plusieurs fois champion de Sciences Po, champion de France en 2015, vice-champion du prix Mirabeau. Donc, je passais ma vie à sillonner la France pendant mes études, soit pour travailler avec des élus, écrire leurs discours, soit être sur scène, donc pour faire des concours d'éloquence. Et donc voilà, j'avais quelques briques, tu vois, sur ça. Donc j'avais déjà la prise de parole sur scène avec les concours, j'avais le fait d'écrire des discours, j'avais l'intérêt pour la communication. Je suis diplômé en communication de Sciences Po. Et dernière étape de mon intérêt, c'est que je t'ai dit que j'étais fan du débat du second tour des élections présidentielles. J'ai écrit mon mémoire de fin d'études dessus. Donc le débat sur lequel j'avais eu un coup de cœur à 11 ans, j'ai écrit un mémoire sur le sujet à 24. Et je suis un des experts français du sujet, puisque je suis allé interroger toutes les plumes des anciens présidents de la République. Donc tous les gens qui avaient écrit les discours et qui avaient préparé les candidats à l'élection présidentielle, je les ai reçus, ils m'ont reçu un par un, et puis on a regardé, on a décortiqué un peu les méthodes. C'est absolument passionnant comme sujet. Incroyable, vraiment, c'est un parcours super intéressant. Je suis encore plus content du coup de t'avoir aujourd'hui parce que vraiment ton parcours est super inspirant et ça me donne envie de m'intéresser au sujet. Moi je m'intéresse beaucoup justement à la prise de parole. Je suis quelqu'un qui a du mal à m'exprimer en public à la base et j'essaie toujours de travailler un peu sur cet aspect-là de ma vie. Par exemple au niveau de mes études et de ce que je fais dans la vie de tous les jours, la prise de parole c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi et je suis très content de t'avoir pour ça. Tu te débrouilles bien là. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de m'améliorer un peu tous les jours. Du coup, justement, par rapport à ça, je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour toi les caractéristiques d'un bon orateur? Comment on reconnaît quelqu'un qui sait vraiment bien s'exprimer? Deux choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la prise de parole en public et c'est à la mode depuis 5 ou 6 ans. C'est très à la mode, il y a beaucoup de concours d'éloquence, de vidéos, de formats courts, TikTok avec 3 conseils pour être un super orateur, etc. Nous, chez Parole Stratégique, donc j'ai créé une méthode qui s'appelle la prise de parole stratégique et qui mise sur 2 choses. 1, l'identité, donc qui tu es, quelles sont les valeurs importantes pour toi. Est-ce que t'aimes parler avec tes mains? Moi, j'aime parler avec mes mains. Oui. Est-ce que t'as l'accent marseillais ou pas? Est-ce que t'aimes faire des métaphores ou pas? Est-ce que t'aimes faire des blagues ou pas? Ça, c'est ton identité. Et deuxièmement, la stratégie. Comment est-ce que tu vas te servir de cette identité, des choses qui sont chez toi profondément, pour construire des stratégies de prise de parole en fonction des contextes? Et donc, le plus important, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Au lieu de se poser des questions techniques qu'on se pose tous avant de prendre la parole, qu'est-ce que je dois faire de mes mains? Est-ce que je dois faire une citation en début de discours ou en fin de discours? Est-ce que je dois sourire, faire une blague? Il faut plutôt se poser des questions plus profondes sur son identité, c'est-à-dire qui je suis. Est-ce que ma prise de parole me ressemble? Quel est mon rapport à la prise de parole? Ça, c'est des questions qu'on se pose jamais parce qu'on se dit bon, c'est trop profond, je vais juste régler les trucs, mettre 2-3 outils. Donc pour moi, quelqu'un qui fait une bonne prise de parole, et déjà c'est subjectif. C'est pas un exercice rationnel, c'est un exercice relationnel. Donc une bonne prise de parole, ça va être subjectif, mais le plus important, c'est d'avoir de l'identité et de la stratégie. Du coup, pour ta méthode, où tu nous dis que justement tu apprends aux gens à découvrir leur identité de prise de parole, je sais pas. Identité oratoire, oui, c'est ça. Identité oratoire, si on peut dire ça comme ça. Comment ces gens-là découvrent leur identité? Comment tu leur fais découvrir cette identité-là, pardon? Ouais, c'est une bonne question. D'abord, la chose la plus importante, c'est que la personne ait envie de progresser et envie de remettre en question des dogmes de la prise de parole. Et c'est dans tout process d'accompagnement, mais c'est beaucoup plus large que le conseil aux entreprises. Que ce soit pour du sport, que ce soit pour des sujets un peu plus privés, etc. Si tu veux pas progresser, tu vas garder des dogmes et tu vas te plaquer dessus des méthodes et des grilles techniques pour te rassurer. Il faut déjà que la personne ait envie de progresser et envie de se remettre en question. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai une méthode en 5 étapes et j'ai plusieurs outils qui me permettent de mesurer le style de la personne. On échange, je l'observe, je la teste avec ces outils dont je t'ai parlé. Et petit à petit, j'arrive à me construire donc une carte d'identité oratoire de la personne et on en parle. Alors voilà, tu m'as dit que tu avais tel style, moi j'ai découvert ça. Comment tu m'expliques la contradiction? Et donc les personnes creusent et en général, les personnes se plaquent dessus des stratégies qui correspondent pas à leur style.
parce qu'un jour ils ont vu quelqu'un bien parler, et tu vois, je t'ai dit, le bien parler c'est une notion discutable, mais ils ont vu quelqu'un bien parler avec ce style-là, ils ont dit ok, très bien, je vais prendre ce style-là et c'est top. Mais si cette personne n'a pas la même morphologie que toi, si tu mets son costume, il va être trop long, il va être trop serré, etc. Donc, il faut se connaître pour bien s'habiller. La prise de parole qui va habiller ton identité, ta stratégie, etc. Donc, c'est vraiment un travail quand même relationnel avec la personne. Donc, on apprend vraiment à la connaître, à savoir comment elle est. Donc, c'est pas juste du coaching où tu juges la personne, par exemple, en train de lire un texte, en lui disant tu parles comme ça, c'est bien, ça c'est pas bien. Non, c'est vraiment un travail où on apprend à connaître la personne, et ça vraiment je le savais pas du tout pour le coup. C'est super intéressant. Une fois que tu as pris une personne en charge pour l'aider à améliorer sa prise de parole, comment tu arrives à mesurer comment je pourrais dire ça? Comment tu arrives à mesurer sa progression en prise de parole? Ça, c'est une bonne question. En fait, comment t'expliquer? C'est pas complètement vertical. C'est-à-dire, c'est pas des niveaux, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, t'as pas des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. T'as des personnes qui sont complètement dans le mauvais chemin. Hein. C'est-à-dire que, je t'ai dit, ils se sont plaqués un style dessus. J'ai une dirigeante là, avec laquelle je travaille, qui est extrêmement dure, extrêmement fermée dans ses stratégies. Mais quand on creuse, elle aime faire des blagues, elle aime rigoler, elle est solaire, elle est souriante. Donc, est-ce que sa progression va se mesurer, et c'est très important ce que je te dis, en termes d'assurance, de charisme, d'effet mesurable sur les gens, du fait que les gens applaudissent, de dire elle a pas de bug, etc. Si c'est dans ce cas-là, sa progression pour moi n'est pas bonne, puisque elle est pas dans son style. Mais si la personne commence à commettre des fautes, se fissure, montre de la vulnérabilité et réussit à toucher d'autres gens, mais elle est touchée sincèrement parce que son identité est reliée avec sa stratégie et donc touche in fine les personnes, là, je trouve qu'elle a progressé. Donc, je mesure la progression à l'aune de combien de morceaux de son identité elle laisse filtrer à travers sa prise de parole. C'est génial. Voilà. Vous apprenez les gens, en fait, en quelque sorte, à être eux-mêmes lorsqu'ils prennent la parole en public. Et pas juste, je sais pas si c'est bien ce que je dis ou pas, mais vas-y. C'est un peu ce que j'ai compris. Ouais, non, vous apprenez les gens à exprimer leur vraie identité lorsqu'ils sont en public, et pas essayer de se renfermer dans des codes où on leur dit pour bien parler, faut faire ça. Non, vous leur apprenez à être eux-mêmes pour qu'ils soient à l'aise face au public, qu'ils puissent vraiment s'exprimer et exprimer ce qu'ils pensent sereinement. Ce qui leur vient naturellement. Oui, voilà, exactement. Mais c'est le naturel. Moi, je dis toujours que la prise de parole, c'est une spontanéité contrôlée. C'est pas complètement de la spontanéité et c'est pas complètement du contrôle. On pourrait, tu vois, t'aurais pu jouer à l'exercice du podcasteur et rentrer dans un rôle qui est pas le tien. Totalement. Alors, Zacharia, très bien. On va vous interroger. 3 astuces pour parler en public. Donc, non, c'est pas ton style. Toi, t'es dans ton style, je trouve. Tu m'as dit que t'avais des difficultés, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont l'air sûres d'elles, charismatiques, éloquentes, etc. On entend beaucoup ces mots-là, qui font du storytelling, etc. Mais elles sont pas alignées avec leur identité, donc ça sonne faux. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. L'image d'Épinal de la salle de 100 personnes qui t'applaudit à bâton rompu et tout le monde est convaincu par ce que tu dis, ça n'existe pas. Oui. Ce qui est important, c'est que sur les 100 personnes, s'il y en a 10 qui sont importantes pour toi et qui veulent être touchées précisément par ce que tu dis, si tu arrives à te connecter avec elles, là c'est bon. Il y a toujours un exemple d'une prise de parole qui va toucher les gens, mais pas sur les aspects techniques. Ça, notre devise chez Parole Stratégique, c'est la stratégie en amont de la technique. Les gens vont pas être touchés émotionnellement parce que tu bouges bien tes mains, parce que tu poses bien ta voix, parce que tu as bien appliqué la liste des conseils. Les gens vont être touchés parce que c'est une identité qui s'exprime. Prendre la parole, j'ai une conférence qui s'appelle « Pourquoi prendre la parole ?» C'est donner de soi, c'est donner de sa personne, c'est donner de ta fragilité, de ta vulnérabilité, te mettre à nu, te mettre dans une posture où les gens peuvent t'atteindre. Et là, les personnes vont te trouver courageux, vont être entraînées par ce que tu racontes, etc. Alors que si tu prends pas de risque, tu restes en posture précautionneuse, tu prends des distances, tu utilises des techniques que tout le monde connaît, parce que je me suis amusé à aller sur ChatGPT, à regarder comment bien parler en public, t'as toujours les mêmes conseils, hein. Oui. Être clair, connaître son texte, etc. Bon, mais pas mal de coachs en prise de parole qui sont dans le panurgisme par rapport à ça, tu vois.
tu vas voir quelqu'un, moi je fais jamais de vidéo 3 conseils pour parler en public, ça ne veut rien dire. Je peux te donner une vision, tu m'as dit voilà quels sont 2 axes importants pour toi, je te donne des axes, mais je t'ai pas donné d'axes concrets. Je t'ai dit la stratégie et l'identité, mais je t'ai pas dit il faut faire ça ou il faut faire ça. Voilà. Tu ne peux pas savoir. Si tu as une liste de conseils et que t'appliques et que tu plaques sur les gens, tu étouffes leur identité et tu crées des clones de gens qui vont prendre la parole, et si tout le monde est bon, plus personne ne l'est. Alors que si tout le monde est Maxime, plus personne n'est Maxime. Mais Maxime, il a une identité avec ses fragilités, sa vulnérabilité, son identité, ses partis pris, qui lui permettent d'être différent, de toucher certaines parties de la population. C'est pour ça que parfois l'improvisation est mieux que la préparation. Ah bah oui, moi je suis un grand fan d'impro. Hein. L'improvisation, on est plus naturel et on exprime plus de choses que quand on s'est préparé très longtemps à l'avance pour parler en public ou lors d'un oral important. La préparation, c'est important. C'est important. Mais il ne faut pas confondre la préparation et le contrôle absolument cadré. Il faut prendre des risques en prise de parole. C'est comme dans le business. Il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger, il faut aller en avant. Moi, je donne des ateliers dans les grands groupes. Et je donne des exercices un peu compliqués aux gens dans l'atelier, mais je fais aussi l'exercice en leur demandant de changer la consigne pour moi. Je me mets en danger chaque jour, à chaque fois que je prends la parole. Personne n'est arrivé à un certain niveau où il peut se dire ça y est, c'est fini. Il faut toujours se mettre en danger. Et c'est quand tu ressens de la peur, de la pression, du stress, que tu es en capacité d'aider les gens, parce que tu te coupes pas de ces émotions. Je regardais une interview de Johnny Hallyday il y a pas longtemps, avant qu'il décède. Il a dit, moi, à chaque fois avant de monter sur scène, j'ai peur. Le mec, c'est un des plus grands chanteurs français de l'histoire, tu vois. Si Johnny Hallyday a peur avant de monter sur scène, qui sommes-nous ? Petit consultant, petit coach, etc. pour dire, bon, moi, j'ai jamais peur, etc. J'y crois beaucoup à la fragilité, à la vulnérabilité, au fait de l'assumer, de la connaître, de se connaître et de savoir la gérer. Moi, si je peux te donner un exemple, dans le cadre de mes études, j'ai beaucoup d'oraux à passer. Et j'ai pu réaliser une année scolaire où vraiment c'était orienté vers les oraux, s'exprimer en public justement parce que c'était des études de communication. Donc on apprenait beaucoup à passer devant les gens, passer devant toute la classe, donc une classe de 30 personnes, ce qui n'est pas rien. C'est pas rien. Et même si les gens on les connaît, on est toujours stressé à l'idée de passer devant eux. Et pour te donner un exemple, moi à chaque fois, c'est justement en essayant d'oublier... Quand justement je devais passer ces oraux, c'est en me préparant trop, entre guillemets, que j'ai eu le plus de mal à m'exprimer, parce que justement j'avais envie que ce soit parfait, absolument. Et un autre exemple, pour l'oral le plus important de l'année, j'avais un support, je l'ai relu, tout simplement. Je n'ai pas cherché à l'apprendre par cœur parce que c'était un sujet que je connaissais, et je n'ai pas cherché à tout cadrer, à faire 40 entraînements par jour pour être sûr que ce soit parfait. Et au final... cet oral-là, qui a été le plus important de l'année, c'est l'oral qui s'est le mieux passé de toute l'année, alors que j'étais le plus stressé du monde, on va dire. Et pourtant, justement, en y allant sans trop de préparation et juste en étant moi-même et en venant avec un sujet que je connais, ça s'est super bien passé et j'ai eu les compliments du jury. C'est top, parce que ça venait de toi, parce que c'était toi. Voilà. Et ces trucs-là m'arrivent, moi aussi, à mes débuts. Avant de signer avec le premier grand groupe avec lequel j'ai signé, qui est un des top 10, une des 10 plus grosses boîtes françaises, je suis allé à l'entretien avec la personne qui devait signer le contrat. Et je suis allé, tu vois, moi j'aime bien le naturel, je retrousse mes manches, etc. Là j'étais absolument guindé, j'avais une paire de lunettes, une cravate, une pochette. Et ça allait pas, quoi, ça prenait pas. Alors tu vois, j'ai lâché l'affaire. Au bout d'un moment, j'ai dit perdu pour perdu. Je vais être Zakaria, je vais être parole stratégique. Et j'ai tout enlevé. J'ai commencé à la challenger, à lui parler normalement, à lui poser des questions. Et là, ça a pris et j'ai signé. Et c'est encore ma cliente depuis 2 ans, quoi. Tu vois. Donc ça arrive à tout le monde. Et voilà, le danger, c'est de se croire arrivé, de dire ah non mais je suis arrivé à un certain niveau, donc je prends plus de risques maintenant. Il faut toujours se sentir en danger et après gérer ce danger, l'appréhender. Mais c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure que la première chose pour un client, une personne qui vient me voir, c'est de savoir se remettre en question. Si tu crois que t'es établi, c'est fini. Tu pourras plus bouger, tu pourras plus progresser, tu pourras plus prendre
différentes perspectives pour analyser un problème. Donc, ce que tu as fait là sur ton oral, c'était de te poser la question de est-ce que je vais être moi, est-ce que je vais pas être moi. Le sujet t'a mis en confiance parce que c'est quelque chose qui te parlait, et donc t'étais aligné avec toi, t'y allais. T'as sûrement fait des fautes techniques comme on en fait, des bégaiements, etc. Ça, c'est pareil. Sur la prise de parole, les gens se focus sur il faut pas que je bégaye, il faut pas que je répète 2 fois le même mot, etc. Parce que je suis le premier à me dire ça. Mais ce sont des petites erreurs techniques périphériques, c'est pas ça qui est important. Quand tu regardes un film et que tu vois un comédien que t'aimes bien, quand tu regardes un procès d'un avocat brillant, tu te dis pas ah oui, là il a utilisé 2 fois le même mot. C'est l'impression, le sentiment général qui t'a laissé qui va t'intéresser. Bah c'est ça qui est important. La spontanéité contrôlée. Je suis totalement d'accord, et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ça, parce que depuis toute ma vie, on m'a répété que la prise de parole en public, c'était ne bégaye pas, prends ton sujet par cœur, etc., etc. Et bah, ça donne un autre aspect, et même à ceux qui vont nous écouter, ça va peut-être leur donner un autre aspect de la parole en public. Ça va peut-être les aider à s'améliorer dans cet aspect-là de leur vie. C'est important. Moi, c'est un combat que je mène. Tu sais, quand j'ai commencé, il y a des gens bien intentionnés, vraiment, qui voulaient m'aider, qui m'ont dit, voilà, il faut faire ça, il faut cadrer, il faut donner des trucs hyper cadrés, des listes de techniques. Moi, je veux apporter une autre vision de la prise de parole. Le sujet, il est toujours cadré soit en termes d'aisance, de peur de parler à l'oral, d'anxiété, soit en termes de charisme, d'éloquence, de storytelling. Parole stratégique propose une 3e voie, l'identité, mais c'est la clé de tout. Comment tu veux travailler sur quelqu'un, avec quelqu'un, juste en lui fournissant des billes, en lui disant vas-y, débrouille-toi. C'est comme si on voulait t'apprendre à cuisiner, on te donne des pâtes, du gruyère, je sais pas, je suis très mauvais cuisinier, de la sauce tomate. Au lieu de te dire quel est ton niveau en cuisine, tout simplement, tu vas te poser des questions aux gens. Voilà. Tu es coach? Non. Consultant. Ah, consultant, bon. Tu as ton cabinet, oui. Parole stratégique. Pourquoi avoir fait ton cabinet? Tu nous en as peut-être parlé au début, mais bien sûr, est-ce que tu peux un peu approfondir ce sujet-là? Pourquoi tu as décidé d'avoir ce cabinet? Donc tu travailles avec d'autres personnes. Ouais. Pourquoi ne pas être resté consultant freelance comme ce que je t'ai dit tout à l'heure? Parce qu'en freelance, t'as beaucoup moins de portée. Oui. En freelance, c'est juste ta personne. Donc, c'était Zakaria Gasmi qui faisait des prestations pour les gens. Le problème de la personne humaine, c'est l'inconstance. C'est-à-dire que je pouvais être inconstant, raconter un truc A un jour et un truc B un autre jour sans aucune ligne de cohérence. Je voulais m'obliger, moi, d'être exigeant envers moi et d'avoir une méthode qui soit cadrée, qui soit plus grande que moi, d'être entouré par des gens qui ne soient pas que moi, de ne pas être auto-centré, pour réunir toutes les expertises en prise de parole que je pouvais avoir. Et c'est le moment de saluer mon équipe qui est incroyable. Hein. Dans mon équipe, j'ai Ségolène Birien qui est comédienne voix off, comédienne de doublage, qui fait des pubs pour le jambon à Host, sur TF1, pour Kinder, Dell, etc. Maître Océane Horn, qui est avocate pas très loin d'ici, qui est une avocate en droit pour les entrepreneurs, pour les dirigeants. Louise Lecomte, qui est coach en images. Marie Serrano, qui est vidéaste, qui a 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux avec sa boîte Décrypteur. Et depuis quelques jours, quelques mois, on coupera parce que c'est un super monteur, hein, donc tout ce qui va pas, il va on met tout le travail sur lui, tu sais. Et depuis quelques mois, Anne Lauvergeon, qui est l'ancienne Sherpa de François Mitterrand, qui est l'ancienne PDG, qui a été présidente, directrice générale du directoire d'Areva, donc toutes les centrales nucléaires en France pendant 10 ans, et qui travaille avec moi aujourd'hui sur les clients qui ont des grandes prises de parole en jeu. Donc, déjà, premièrement, pourquoi j'ai fait un cabinet? C'est pour m'entourer, pour pas être seul, pour pas avoir une vérité absolue, pour être confronté, pour être challengé, pour être mis en danger. Ce dont je te parlais, de toujours remettre en question mon savoir. Deuxièmement, parce qu'avec les membres de mon cabinet, on s'amuse. On a fait la réunion de lancement, et pendant la réunion de lancement, chacun a fait une prise de parole dans son style. Une prise de parole dans le style TikTok, une prise de parole dans le style tribunal, moi qui ai fait un discours politique, etc. Voilà, on s'amuse. Donc on s'amuse, c'est un laboratoire, on teste, on regarde les différents enjeux de la prise de parole. Deuxièmement, pour couvrir les besoins du client, moi j'établis des stratégies et je conseille sur les enjeux généraux.
mais j'ai pas, et ensuite les expertises techniques doivent venir après, une fois que la stratégie est élaborée. S'il y a un problème technique au niveau du fait de poser sa voix, c'est Ségolène qui va travailler dessus. Et on a lancé avec Parole Stratégique un atelier pour les avocats. Donc on travaille à 5-6, on a un groupe de 5-6 avocats, et on travaille avec eux pour verbaliser leurs offres commerciales. On fait ça en binôme avec Maître Océane Horn, parce qu'elle est avocate et qu'elle connaît le milieu et qu'elle connaît leurs enjeux. Avec Louise, c'est pareil. Quand on a des dirigeants qui ont des enjeux, il y a des dirigeants, ils ont des enjeux de prise de parole, mais ils ont des problèmes périphériques. Je t'ai parlé de la voix tout à l'heure, mais les vêtements, un dirigeant qui est complètement engoncé, ça nuit à sa prise de parole, c'est pas une expertise que j'ai. Donc d'aller appeler des gens qui ont des expertises ciblées sur les sujets. Donc premièrement, s'amuser en groupe. Deuxièmement, les expertises, un cumul d'expertises. Et troisièmement, donc le point principal, c'est d'avoir une marque supérieure à ma personne, avec une méthode et son existence propre, qui porte une autre vision de la prise de parole. La vision de la prise de parole, de manière générale, n'est pas centrée sur l'identité. Et tu l'as dit, et t'étais surpris que j'ai cette approche-là. Je veux que cette approche soit au moins entendue, soit audible par les personnes. Et votre média me permet de le faire, là, aujourd'hui. Que les gens comprennent qu'ils sont pas obligés de se plaquer des méthodes dessus. C'est insupportable, l'aspect scolaire de la prise de parole. C'est insupportable. Je ne supporte pas des clients qui viennent me voir, qui me disent « Alors, je comprends pas. Il m'a dit, regarde les gens dans les yeux. » Et je regarde les gens dans les yeux et je suis toujours stressé quand je parle à l'oral. Donc de fétichiser les outils, les techniques, ça c'est un problème. Il y a un sujet d'éducation de la population à faire là-dessus. Et c'est ça aussi Parole Stratégique, c'est expliquer aux gens qu'il y a d'autres moyens, qu'il y a une troisième voie qui est possible et une autre vision de la prise de parole centrée sur leur identité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psychologie quand même dans ce que tu me dis. J'ai l'impression que c'est très psychologique et peu méthodologique dans ton approche, c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa prise de parole, tu vas pas lui donner un manuel avec marqué étape 1, étape 2, étape 3. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai une méthodologie qui est en 5 étapes. Mais je veux dire... c'est pas centré sur donner des choses à appliquer, des grilles à plaquer. Oui. On travaille avec des êtres humains. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Quand on conseille quelqu'un, la personne, elle a ses biais, elle a sa vision du sujet, elle a ses problématiques propres. Si tu plaques, tu vois, si tu mets une ampoule sur un réacteur nucléaire, l'ampoule elle va exploser. Donc il faut pas donner un réacteur nucléaire sur une ampoule. Faut trouver le bon calibrage. Voilà. Et donc comment on peut conseiller quelqu'un avant de connaître son niveau, ses enjeux, sa vision du sujet? C'est pas possible. Enfin, moi, j'y arrive pas, en tout cas. Donc, 80% du travail, je le fais avant. C'est pas de la psychologie, parce que je suis pas psychologue, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire comprendre la personne, mesurer son identité. Moi, j'ai 7 outils de mesure qui s'appellent la carte d'identité oratoire. Et j'essaie de regarder avec plusieurs angles. Donc, j'ai plusieurs outils qui me permettent de cibler. Tu sais, d'avoir plusieurs prismes de lecture avant de donner le moindre conseil. Je suis pas un gourou de la communication. Je travaillais dans un cabinet de conseil qui s'appelait Elab et le patron Bernard Sananès, que je salue, disait « Je suis pas un gourou de la communication, j'objective mon conseil ». Là, c'est pareil. Je donne un conseil objectif qui va au-delà de ce que moi, je peux apporter. C'est aussi un élément de réponse sur pourquoi je suis plus freelance. De pas être cru sur parole. D'avoir des éléments objectifs qui sont opposables à ma personne, qui sont mieux acceptés par la personne en face. Super. On en a peut-être parlé précédemment. Qui, concrètement, peut venir chez Parole Stratégique? Qui peut être accompagné par votre cabinet? Des dirigeants essentiellement. Des dirigeants, donc on travaille avec des grands groupes, donc des cadres, des top managers de grands groupes, mais des dirigeants locaux marseillais. J'ai des clients qui ont des entreprises entre 1 et 1000 salariés. À peu près. Donc ça va de la petite start-up à la grosse entreprise. Là où je conseille directement le dirigeant, c'est de 1 à 1000 salariés à peu près. Sur les grands groupes, c'est plutôt les cadres, donc les directeurs internationaux de sujets. Voilà, donc c'est plutôt des dirigeants, des personnes qui ont des enjeux et des dirigeants publics et privés. Je conseille actuellement un groupe au conseil municipal de la ville de Marseille. Voilà. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une personne, par exemple comme moi, qui n'est pas du tout dirigeant d'une grande entreprise, viennent discuter avec toi ou viennent contacter directement Parole Stratégique justement pour améliorer sa prise de parole
Et justement, quand ça arrive, ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais? Tu le rediriges vers une connaissance à toi, ou est-ce que tu essayes quand même de faire quelque chose? C'est intéressant. Quand tu travailles et que tu dis ce que tu fais, les gens te sollicitent. C'est comme ça. Et puis moi, je passe dans des médias, tu vois, je décrypte des prises de parole à la télé, à France 3, dans la Provence, etc. Donc parfois, les gens me reconnaissent et me posent la question. De temps en temps, j'interviens dans des écoles de commerce, de communication, etc. Et j'aime bien garder ce contact avec les étudiants. Donc, je vais pas jusqu'au bout de ma méthode parce que c'est pas l'objet. Mais je leur donne un aperçu. Je prêche la bonne parole sur le fait que la prise de parole est une spontanéité contrôlée et pas une méthode à plaquer sur les gens. Et ensuite, sur des personnes qui ont des enjeux, ça peut m'arriver au coup par coup, en dehors de paroles stratégiques, donc je le fais plus en freelance, d'aider des gens. Voilà, là, je suis souvent contacté par des personnes qui ont des oraux scolaires. J'ai aidé c'est drôle, hein, c'était le bac de français là jeudi, et j'ai aidé ma cousine Sarah à passer son bac de français, donc on a travaillé sur son oral. Mais tu vois, c'est pas de la prise de parole stratégique complètement, même si on a pu utiliser des choses, hein. Je lui ai dit, quand tu passes un oral scolaire, il faut pas dire nonobstant, cependant, néanmoins, l'auteur signifie que. Je dis non, tu peux dire, tu parles normalement, voilà, l'auteur là essaie de nous dire telle chose en utilisant tel biais, machin, voilà. Donc j'utilise des outils de parole stratégique, mais c'est toujours un plaisir après de conseiller des gens voilà, sur des choses périphériques. Ça permet aussi de se remettre à niveau, à hauteur des préoccupations quotidiennes des personnes. Tu nous as parlé des débats politiques. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne, hormis Nicolas Sarkozy ou je ne sais pas qui t'inspire justement en termes de prise de parole en public? Est-ce que tu as vraiment une personne qui t'a motivé justement à continuer dans cette voie-là, à continuer d'aider les gens dans leur prise de parole? Alors, c'est deux questions différentes. Quelqu'un qui m'a motivé à aider les gens ou quelqu'un qui m'a inspiré? On va dire quelqu'un qui t'a inspiré. Non, mais moi je trouve que Nicolas Sarkozy, c'est un super orateur. Je fais foutir, Madame Royale, que de nobles des mots qui blessent, on divise son peuple alors qu'il faut le rassembler. Ah, voilà, Nicolas Sarkozy, super orateur. Puis voilà, il avait ses maraudes aussi, hein. Il avait une structure ternaire, hein. C'est-à-dire que dans ses discours, déjà, il parlait beaucoup avec ses mains. Donc je pense que en plus d'être marseillais, d'être fan du style de Nicolas Sarkozy, ça explique ma propension à bouger mes mains. Et puis il avait une structure ternaire, c'était hyper marquant. C'était tac, tac, tac. Tu vois, quand il prenait la parole, c'était la République, c'est une promesse, c'est une audace, c'est une chance. Tac, tac, tac. Il donnait toujours 3 exemples. C'est une catastrophe politique, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe sociale. Tac, tac, tac. Il avait ses signatures. Il avait créé ces choses. Et il avait une identité très marquée. Et puis, voilà, j'adorais. Mais tous les débats du second tour, hein, chacun a son style. Tiens, par exemple, l'anaphore de François Hollande, moi, président de la République. La plupart des journalistes, et je le dis là sur un média, c'est la première fois que je le dis dans un média, je l'avais gardé pour quelques personnes. J'ai découvert, en étudiant l'anaphore, moi, président de la République, que François Hollande. Donc, les journalistes se posaient la question, est-ce que c'est préparé ou est-ce que c'est spontané? Alors j'ai découvert, à ton avis, c'est préparé ou spontané? Spontané. Alors, il a appliqué la spontanéité contrôlée bien avant que ça existe, puisque 5 mois avant le débat du second tour, où il fait son anaphore, moi président, il avait fait un discours qui s'appelait le discours du Bourget, donc les personnes pourront regarder sur YouTube, et une anaphore qui ouvre le discours du Bourget, présider la République c'est, présider la République c'est, et j'avais noté que 9 des 17 points de son anaphore étaient exactement les mêmes. Présider la République, c'est avoir un gouvernement paritaire, autant de femmes que d'hommes. Donc 5 mois plus tard, moi, président de la République, j'aurai un gouvernement paritaire, autant de femmes que d'hommes. Hop. Donc, il est allé chercher des choses qu'il avait déjà fait avant. Donc, t'étais plus dans le vrai de dire, voilà, c'était spontané, mais la spontanéité, c'est quoi finalement, sinon de se souvenir de choses qu'on a fait, comme tu l'as fait pendant ton oral, comme François Hollande l'a fait pendant son débat du second tour, d'aller chercher des choses qui te plaisent, qui t'ont marqué, qui t'ont touché, qui ont été intéressantes pour toi, et de les ressortir à un moment qui est important. Génial. Vraiment, c'est super intéressant. Merci. Je sais même pas quoi dire, parce que du coup... tu parles avec une telle passion que du coup ça me passionne aussi pendant le podcast, donc c'est génial. Je vais peut-être m'intéresser à la prise de parole génial. derrière. Génial. Donc c'est génial. Parole stratégique pour dans 10 ans. Comment tu le vois? Wow. Est-ce que tu penses que
Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie d'ouvrir d'autres cabinets? Est-ce que tu as envie de rester avec ton équipe? Comment tu vois Parole Stratégique dans 10 ans? C'est une sacrée colle que tu me poses là. Alors, il n'y a pas une réponse précise, évidemment. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que... On va pas dire comment tu vois dans la vision, ouais. Mais comment t'aimerais que ce cabinet soit? Dans 10 ans, j'aurai 38 ans. Ça passe vite, ouais. 10 ans, ça passe très vite. Non, mais tu vois, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans quand j'ai lancé Zakaria Gasmi Conseil, je savais pas. Au début, moi, je voulais juste faire de la prise de parole pour aider les gens pendant leurs euros scolaires. Et je me retrouve à être nommé prof à l'ENA. Donc, je suis un des plus jeunes profs de l'histoire de l'ENA. Génial. Et je suis marseillais, je suis content de dire que le plus jeune prof de l'histoire de l'ENA est marseillais. Je me retrouve à commenter le débat du second tour à la télévision, alors que moi j'adorais regarder les gens qui commentaient le débat du second tour à la télévision. Je me retrouve avec Anne Lauvergeon qui est dans mon cabinet de conseil, qui est la plus grande dirigeante femme de l'histoire de France quand même. Donc je sais pas, dans 10 ans je sais pas, parce que je savais même pas que dans 2 ans j'allais pas péricliter, et je me retrouve avec la confiance de mon équipe. C'est des gens géniaux, les gens de mon équipe, et j'espère que vous en inviterez plus tard, parce qu'ils sont tous fabuleux dans leur manière de bosser. Donc dans 10 ans j'espère que la prise de parole stratégique aura eu un écho, au moins. Voilà, cette méthode que j'ai créée qui consiste à dire que la prise de parole, c'est pas se plaquer des techniques dessus, c'est de l'identité, c'est aller chercher des choses en soi, c'est se mettre en danger, et que les personnes surtout qui conseillent les autres sur la prise de parole se mettent en danger, se fragilisent. Ça aussi, qu'on ait le droit à la fragilité dans ces prises de parole, de dire je sais pas tout, c'est pas grave, je vais aller chercher, je vais aller me battre pour mon client, je vais aller me renseigner. Et puis au niveau du cabinet, écoute, juste continuer à pouvoir en vivre, continuer à pouvoir échanger, à apprendre, avoir la confiance de clients que je peux aider sur leur sujet. Voilà, ce sera déjà pas mal. C'est super. Moi, j'avais une petite question. Ouais. J'ai encore quelques petites questions. Après, on va pouvoir s'arrêter. On peut continuer. Hein. Moi, j'aime parler. Hein. Mais est-ce que tu as déjà pensé... Alors, tu vas voir que ça n'a rien à voir vas-y. tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre sur le sujet? Tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. En tout cas, le jour où je le ferai, je vous préviendrai chez Storm, et vous me recevrez pour le présenter. Mais je fais toujours attention à pas avoir ce que j'appelle le syndrome Moïse. Hein. C'est-à-dire que Moïse va voir Dieu, et Dieu lui donne les 10 commandements, et on les suit à la lettre, et c'est la table de loi. Et l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec une personne qui donne le conseil de il faut regarder les gens, et donc t'as la personne qui absolument regarde les gens tout le temps et ne déroge pas à la règle, fétichise finalement le conseil, c'est dangereux. Donc il faudrait que je trouve une manière d'écrire un livre, de créer un format où les personnes ne prennent pas tout ce que je dis à la lettre, où ils continuent de le challenger, de le remettre en question, de l'adapter à leur vie. Donc pour le moment c'est compliqué, mais j'ai commencé à écrire des articles sur mon site. Donc j'écris régulièrement en fait des articles sur différents enjeux. Je travaille avec des chercheurs des universités. Les chercheurs, j'ai écrit un article comment vulgariser ces travaux de recherche. Je travaille avec les avocats, avec Maître Océane Horn, j'ai écrit un article comment les avocats libéraux qui lancent leur cabinet peuvent promouvoir leur offre en se distinguant de leurs collègues. Donc peut-être ça serait sous format thématique comme celui-là, peut-être que ce serait plus personnel sur mon rapport à la prise de parole, hein, ma passion des auteurs français. Moi je suis très fan de poésie. Je suis très fan d'Alfred de Musset. C'était longtemps Lamartine, mon poète préféré. Alfred de Musset, absolument génial. Et donc voilà, je sais pas quel angle ça prendrait, mais ça arrivera forcément un jour. Mais on est tellement pris. Justement pour aiguiller les auditeurs, et si par exemple l'un d'entre eux a envie de découvrir un livre sur ce sujet-là, est-ce que tu as un livre à conseiller sur la prise de parole? Est-ce que tu peux nous donner un ou plusieurs exemples? D'abord, dans le choix d'un livre de prise de parole, il faut faire très attention à des outils marketing. C'est-à-dire que le bonhomme qui va te sortir 3 livres en 3 ans sur la prise de parole, je suis pas sûr qu'il ait réussi à rénover toute une méthode, à avoir un angle intéressant. Il faut faire attention parce que c'est un effet de mode depuis 5 ou 6 ans. Moi, je conseille quand même de revenir aux fondamentaux. Et donc, bien que je dépasse ces approches-là, j'aimerais que les gens se renseignent sur les grands orateurs. Aristote, qui a fait le triangle d'Aristote, donc ethos, pathos, logos, c'est-à-dire l'ethos, ce qu'on est, logos, la structure argumentaire, et pathos, les émotions qu'on renvoie.
Cicéron qui a fait les 5 points de Cicéron, hein, Horatio, Actio, Memoria, Dispositio, Inventio. Voilà, ça c'est des choses, c'est des bases, mais qu'il faut pas prendre comme tel. C'est-à-dire qu'il faut pas dire voilà, il y a le triangle d'Aristote, et ben on va appliquer le triangle d'Aristote et il faut l'appliquer absolument à 33% chacun. Alors là, je fais 33% d'éthos, 33% de pathos, 33% de logos. Faut juste se cultiver, avoir une distance. Alors voilà, donc relire les fondamentaux sur le sujet, avoir une distance avec ce qu'on lit, c'est-à-dire ne pas chercher à appliquer directement, juste se cultiver, baigner dans un univers de sens et aller chercher des choses qui peuvent être intéressantes. Et on peut apprendre partout. Moi, je regarde, tu vois, j'étais au cinéma il y a pas longtemps, il y a un film avec Agnès Jaoui, dont j'ai oublié le nom, et Agnès Jaoui, dans ce film, elle est réalisatrice, elle écrit des scripts de films, et elle donne une masterclass sur comment définir l'identité d'un personnage. Et ça, c'est intéressant, sur de la prise de parole. Alors, à distance, il faut être patient, et il faut traiter intellectuellement ce qu'on reçoit. Il faut se méfier des conseils tout faits, vraiment. C'est la chose la plus importante que j'ai à dire sur prendre un livre de prise de parole. Mais dans ce cas-là, voilà, Aristote rhétorique, lire un peu les catilinaires de Cicéron, des discours inspirants. Tu connais un peu l'histoire des catilinaires de Cicéron ou pas? Bon, pas assez. En gros, si tu veux, c'est pendant la République romaine. Et il y a un mec qui s'appelle Catilina qui fait une conspiration, donc il veut renverser la République. Et donc Cicéron écrit 4 discours qui s'appellent les catilinaires, et il commence par son premier discours au temple Jupiter Stator, donc c'est un lieu religieux important, etc. Et il commence par cette phrase: « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?» Et tu vois, juste lire des trucs comme ça, tu te dis, ok, le mec commence par une question rhétorique, il fait une adresse directe à son locuteur, mais en même temps, ça va être un discours long, donc il attend pas de réponse, donc ça va être un réquisitoire direct. Voilà. Tu peux, en lisant, en te cultivant, en analysant les situations, tu vas pas avoir tous ces mots en tête, tu vas pas avoir le mot réquisitoire, etc., mais tu vas comprendre qu'est-ce qu'une prise de parole de référence sur le sujet. Voilà. Donc, surtout lire, se cultiver, faire par agrégation. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai jamais lu un manuel comment prendre la parole en public. J'ai fait des concours d'éloquence, j'en ai perdu plein. Hein. J'ai gagné, j'ai été champion de France. J'ai écrit des discours pour des élus. J'ai eu des discours où il restait qu'une seule virgule parce qu'ils étaient pas contents. J'ai eu des discours qui ont été prononcés en entier par une ministre. J'ai écrit une étude universitaire sur le sujet, donc je me suis trompé, j'ai eu des hypothèses, etc. Accepter de se tromper, pas s'arrêter aux premières erreurs, analyser les situations, réfléchir à son propre style, et c'est tout ça qu'il faut faire quand on lit de la prise de parole. Donc, plutôt lire des choses de fond, plutôt que des précis, des guides pratiques, ça marche jamais. Super, on est en train de faire un guide sur la prise de parole et comment s'améliorer pendant ce podcast, donc c'est super. Je pense que je vais même écouter le podcast moi-même chez moi, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes que je vais devoir le réécouter plusieurs fois. Moi, j'avais une petite question par rapport à ces fameux concours d'éloquence. Ouais. Ça m'intéresse énormément. Comment ça se passe un concours d'éloquence? C'est quoi le but exactement? J'ai pu voir des rediffusions de concours d'éloquence sur certaines écoles de commerce. Ouais. Et je trouve ça super intéressant, mais comment ça se passe concrètement? Comment on se prépare et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, selon les écoles, les entreprises, etc., les concours d'éloquence sont différents. Là, j'en organise un pour les FAP à Toulouse. Je salue la directrice Chloé Caz qui m'a fait confiance pour le sujet. En fonction de l'école, ça dépend. Mais globalement, un concours d'éloquence, c'est un endroit où on te donne un sujet qui peut être futile. Moi, j'ai été champion de France sur le sujet « Trop ne vaut rien ». J'ai été champion de Sciences Po sur heureux les simples d'esprit. Tu vois, t'as plein de sujets différents, des sujets qui t'amènent à réfléchir et où tu dois prendre un angle. Donc on t'impose le fait de dire oui ou de dire non. Donc on te dit heureux les simples d'esprit et tu dois dire oui ou tu dois dire non. Et on t'impose le fait de dire oui ou non. Tu dois dire les simples d'esprit sont malheureux par exemple, et moi je suis à l'opposé, les simples d'esprit sont heureux. Et donc après, à partir de ce sujet-là, tu dois faire un discours de 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes pour défendre la position. Il faut à la fois que tu traites le sujet, à la fois que tu sois divertissant pour le public et à la fois que tu sois pertinent pour le jury. Donc c'est un équilibre entre les trois. Et donc tu es en face de plein de candidats sur le sujet. Voilà. Ça doit être très stressant comme concours. C'est pas mal, ouais, niveau intensité, c'est pas mal. C'est pour ça, je vais rester sur cette ligne-là et te demander, toi, comment tu fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des êtres humains, on a des émotions, donc
on peut être le meilleur en éloquence possible. On peut toujours être stressé de passer devant un auditoire. Est-ce que toi, tu as un petit conseil à donner justement pour éviter d'être stressé et être serein pour passer devant une salle de 400 personnes? Je donne un exemple au hasard, mais... Ouais, tu vois, ça c'est un biais. Tu dis un conseil pour ne pas être stressé, ou être serein, ou gérer le stress. Déjà, c'est des notions différentes. Oui, c'est sûr. Et le problème, c'est que... Non. T'es dans la lignée globale du vocabulaire qu'il y a dans la pensée globale qu'on a sur le sujet de prise de parole. On pense systématiquement qu'un mec qui est bon à l'oral, il est pas stressé. Oui. De fait, c'est faux. C'est faux. Johnny Hallyday lui-même, tu vois. Donc, en réalité, moi, je suis toujours stressé avant de prendre la parole. Et c'est normal. J'ai un point de rupture comme ça où mon stress se transforme en excitation et où je suis content de performer. Je suis fan, moi, d'Elvis Presley. C'est vraiment mon chanteur préféré. Génial. Et c'est un type qui donnait tout sur scène. Il donnait vraiment toute sa personne et il performait. Mais c'était un grand stressé. Hein. Il prenait beaucoup de drogue, etc. C'est pas le conseil que je donne aux auditeurs. Prenez pas de drogue. Pour gérer la prise de parole. Mais la parole est une drogue dure. Hein. Hein, bon, on peut être enivré de parole à boire les mots de l'interlocuteur. Moi, comment je gère personnellement, c'est pas un conseil général, encore une fois, chacun gère, c'est de me détendre. Je sais pas si t'as vu, quand je suis arrivé là dans le studio, j'étais super détendu, super calme, je conservais mon énergie. Sans drogue, évidemment. Sans drogue, aucune. Promis. Et tu vois, je conserve mon énergie et j'utilise mon énergie quand j'ai besoin de l'utiliser. Stratégique. Parole, stratégique. Je prends la parole quand j'ai besoin de parler, je suis stratégique quand j'ai besoin de l'être. Et ça, il faut se foutre complètement du regard des gens quand tu le fais. C'est le plus compliqué. Souvent, quand je fais des ateliers dans une salle, je suis tout calme, sur le côté, effacé, discret. Et souvent, les gens me font la remarque de je pensais que t'étais un participant comme les autres parce que t'es pas avec des grands sourires à dire « Hey, salut », etc. Venez à dépenser ton énergie, à essayer de nous séduire en amont. Moi, je pense qu'il faut... Voilà. Pour moi, en tout cas, ma manière de gérer mon stress, c'est de pas utiliser de l'énergie pour combattre mon stress. C'est d'économiser mon énergie, de me mettre en veille. Mon corps m'envoie des signaux. Le stress, c'est un signal d'implication, c'est une information. Ok, je suis impliqué, très content. D'ailleurs, c'est quand je suis pas stressé que c'est compliqué parce que j'ai du mal à me motiver pour agir, pour être actif. Tu parlais d'école tout à l'heure, hein, quand on a des devoirs pour lesquels on n'est pas stressé, c'est juste la veille qu'on arrive à bien faire ses devoirs parce que 2 semaines en avant, c'est pas possible. Mais non, tu vois, je donne quand je dois donner. Quand je dois pas donner, j'ai pas besoin d'être séduisant, de paraître charismatique, de paraître compétent. Si tu me croises dans une soirée entrepreneuriale, tu vas me voir discrètement. Voilà, quand les gens me demandent de me présenter et que j'ai pas complètement d'enjeu ou que je suis un peu fatigué, ça peut arriver. Je dis je conseille des dirigeants sur leur prise de parole. Et une personne m'avait répondu qu'est-ce qu'elle m'a dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et j'ai un client à moi que j'avais conseillé juste derrière, il a dit non mais il est très bien chaussé. Je dis, c'est pas la peine, j'ai pas à convaincre, il faut pas convaincre tout le temps, partout. Ça c'est un deuxième mythe que je voudrais chasser, il faut être convaincant partout, tout le temps. Le mec qui est charismatique, il l'est pas à la boulangerie, il l'est pas il fait pas des grandes prises de parole sur des choses triviales. C'est pas vrai. Il faut être stratégique, il faut être bon, performant, mettre de l'énergie au moment important. Mais c'est comme dans la vie. Il y a peut-être des choses importantes dans ta vie, familiale, amoureuse, etc., où tu veux mettre plus d'énergie. Tu mets pas de l'intensité quand tu vas acheter le pain, par exemple, tu vois. Là, c'est pareil. Super, vraiment trop intéressant. Pour finir ce podcast, je vais te laisser peut-être parler de quelque chose qui te tient à cœur dans ce domaine-là. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ceux qui nous écoutent par rapport à la prise de parole en public, parce que forcément ceux qui vont nous écouter, c'est qu'ils sont un minimum intéressés par le sujet. Donc j'ai pas de questions, mais est-ce que toi carte blanche. Ouais, voilà, c'est carte blanche. Même tu peux parler de ton cabinet un peu plus en détail, ou alors tu peux développer une idée qu'on a vue pendant le podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent par rapport à cette notion de prise de parole? Oui. Si tu devais par exemple l'élément le plus important qu'on a abordé pendant le podcast, justement pour finir et pour rappeler aux gens son importance. Vraiment, il faut que les gens ne cherchent pas à convaincre, mais juste à expliquer qui ils sont. C'est tout. La clé, vous l'avez, c'est votre identité. Ne vous plaquez pas des méthodes par peur pour vous protéger. Encore une fois, être soi-même, c'est une notion à discuter, tu vois, de dire ça veut dire quoi être soi-même. Est-ce que je reste à... Bon, l'identité. Moi, je préfère parler d'identité. Notre devise, c'est
l'identité pour construire la stratégie en amont de la technique. Les choses ont un ordre. Donc, bien sûr, les techniques pratiques viennent à la fin. La stratégie vient en amont, mais surtout le plus important, c'est l'identité. Allez creuser, réfléchissez qui vous êtes. Et vous le sentez au fond de vous quand vous vous trahissez. Il faut pas se trahir, il faut pas avoir honte de qui vous êtes. Si vous aimez faire des blagues, si vous aimez être pédagogue, si vous aimez avoir des tics un peu physiques, il faut les repenser. Il faut pas tout garder, bien sûr. Il faut remettre en question. Mais si vous avez un tic physique répétitif, peut-être que c'est votre signature. Voilà, moi je parle avec mes mains, il y a plein de gens qui me conseillent parce que je fais des vidéos parfois pour expliquer la prise de parole. Les gens me disent tu parles avec tes mains, refais. Je dis mais non, c'est mon identité. Je peux pas passer ma vie à expliquer aux gens qu'il faut garder leur identité et moi ne pas me mettre sur la même ligne qu'eux, ne pas me mettre au banc avec eux, ne pas me mettre en danger avec eux. Donc votre identité c'est vraiment le plus important. Voilà. Super, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour en parler d'un sujet qui est vraiment super intéressant et j'espère que tu vas écouter ce podcast. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je repartagerai même. Oui, est-ce que tu aimerais que des personnes de ton entourage, justement, parlent chez Storm Media, justement, pour les prochains épisodes? Écoute, j'ai les membres de mon cabinet que j'ai cités, Louise, Ségolène, Océane et Marie, qui sont toutes intéressantes. C'est vraiment des très très beaux profils. Donc elles ont toutes un univers très riche à partager, donc je partagerai à mes équipes. On se fera un plaisir de les inviter en tout cas. Avec grand plaisir. On les verra prochainement sur Storm Media, toute l'équipe de Parole Stratégique. Ce sera super intéressant. Merci beaucoup Zakaria. Merci à toi. Ça vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.